Voilà, c'est parti et je vais commencer avec vous, monsieur Le Petit. Donc, on parle beaucoup de rareté du foncier. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour le territoire de la métropole ? Alors, peut-être pour repréciser les choses, alors je pense qu'on est dans une assemblée de sachants, malgré tout, on va peut-être reposer quelques éléments. Quand on parle de rareté du foncier, on pense tout d'abord à la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une trajectoire, hein. C'est à l'horizon 2050, il faut qu'on ait zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, on fait les plus, on fait les moins, ce qu'on artificialise, ce qu'on renature, et ça doit faire zéro. C'est une trajectoire, c'est-à-dire qu'on a des étapes. Donc la première étape, pour faire simple, elle est à 2031. Et donc le principe, c'est vous prenez ce que vous avez, on va dire, consommé en termes de terres agricoles, pour faire simple. Et donc vous prenez la période 2011-2021. Vous prenez ce que vous avez consommé, vous le divisez par 2, et c'est votre droit à consommer finalement pour la période 2021-2031. Alors quand on dit ça, je dirais il y a un premier constat que c'est la loi de la double peine. C'est-à-dire que si vous avez été vertueux, vous êtes pénalisé. En local, qu'est-ce que ça veut dire ? Juste peut-être pour se donner quelques chiffres. Alors bien évidemment, on a un jeu, je dirais, d'empilement des documents de planification, avec un premier document qui est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui aujourd'hui sur le pays du Mans nous dit que à l'horizon 2031, on va dire un droit à consommer, on va appeler ça comme ça, hein, finalement de 640 hectares. Et pour Le Mans Métropole, on est sur un droit à consommer de 230 hectares, pour arrondir. Aujourd'hui, notre document de planification, il autorise 560 hectares. Donc, on a un document de planification qui nous autorise 560 hectares, mais on a une loi ZAN qui nous dit finalement, vous ne pourrez en faire que 260. Donc, on est en gros à un peu plus de 2 fois plus, sachant que quand on a commencé le travail il y a 4-5 ans maintenant, on était à 4 fois plus de droits à consommer que ce qu'on pouvait autoriser. Donc on va avoir un jeu là, dans les prochaines années, je dirais, de compatibilité avec le SCOT et puis de révision générale de notre PLU qui va nous amener à faire en sorte que d'ici 2031, on soit conforme, on soit compatible avec le SCOT et donc de n'autoriser donc en gros de gagner 300 hectares, car la contrainte c'est que si on n'est pas compatible avec le SCOT, en fait, on ne pourra plus délivrer d'autorisation d'urbanisme, donc plus délivrer de permis de construire. Alors, c'est ça, en fait, quand on dit que le foncier est rare. Alors, sachant que quand on parle du ZAN, on parle à la fois de l'habitat, on parle du développement économique et on parle des infrastructures. Tout ça, vous faites une route départementale, c'est de la consommation. Alors je ne rentre pas dans la subtilité des calculs, hein, bien évidemment. Moi souvent j'ai tendance à dire, alors appuyé par, c'est un prestataire qui nous avait dit ça, c'est finalement le foncier il est pas rare. Ce qui est rare c'est le terrain facilement aménageable. Et souvent, alors c'est vrai qu'on le pense plus facilement en termes de dev éco, je dirais le territoire géographique il s'est pas contracté. Et notre maire président, alors qui n'est pas là, mais souvent il prend la référence de la ville-centre qui est plus grande que le territoire municipal géographique est plus grand que Bordeaux et Lyon. Pour autant, on n'a pas la même population que Bordeaux et Lyon. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre cette population-là, mais en tout cas, ça montre qu'on a une capacité à faire. On a une ville qui est extrêmement basse. Donc on a une capacité à faire. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, on a des terrains facilement aménageables qui sont rares. En revanche, on a malgré tout du foncier qui est disponible. C'est juste qu'on est sur du foncier qui n'est pas facilement mobilisable, avec des questions de procédure qui peuvent être un peu plus complexes, des questions bien évidemment de coûts qui peuvent être plus élevés. Il y a souvent des coûts induits au départ. Et puis, comme on va être plutôt sur du renouvellement urbain, on va être sur aussi des sujets d'opposition, finalement. Bien. Et rapidement, est-ce que vous avez des outils pour rendre ce foncier plus facilement mobilisable ? Alors, je dirais, c'est le surquoi et le comment. Le surquoi, globalement, c'est le foncier qu'on peut remobiliser. C'est le changement de destination. Tout à l'heure, le maire parlait du projet Etamat. Etamat, c'est 10 hectares en centre-ville, donc c'est exceptionnel. On peut avoir des sujets comme ça aussi également dans des centres-bourgs. Hein, on va faire de la maîtrise foncière et puis on va pouvoir requalifier des centres-bourgs. Ça va être aussi tout le foncier un peu invisible. Alors, c'est du foncier qui aujourd'hui n'est peut-être pas disponible, je pense, alors indépendamment du logement, mais vous prenez par exemple la zone nord c'est 150 hectares, 50 hectares de parking, 40 hectares d'espace vert et 60 hectares de bâtiments et de voiries. C'est le foncier invisible, c'est aussi la surélévation, ce sont les toits.
Donc demain, comment est-ce qu'on est capable d'intervenir sur les toits? Et puis ça va être la question de la vacance. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on est capable d'intervenir sur des logements qui sont vacants? On va proposer là dans les prochaines semaines ce qu'on appelle une concession de redynamisation commerciale avec notre aménageur. Alors pourquoi le commerce? C'est juste qu'en fait, on intervient sur des bâtiments dans lesquels il y a des rez-de-chaussée commerciaux, mais au-dessus, il y a des logements. Ce sont des situations qui sont un peu complexes. Et globalement, on a chiffré qu'on pouvait intervenir sur près de 2000 mètres carrés comme ça je dirais, de logements à l'horizon 10 ans. Derrière, c'est quoi? C'est comment? C'est bien évidemment les procédures publiques. État-mat, on va être sur une procédure de ZAC. Donc là, c'est la puissance publique qui intervient. Donc on est sur des opérations avec des forts déficits d'opérations. Ça se compte en dizaines de millions d'euros. Donc là, c'est la puissance, bien évidemment, c'est la puissance publique. On va avoir également le règlement. Tout à l'heure, notre président parlait de la hauteur. Aujourd'hui, on a un PLU qui est un document qu'on veut accompagnateur des projets. Donc on assume la hauteur. Alors quand je dis on assume la hauteur, c'est la hauteur au bon endroit et faite de la bonne façon. Et puis après, ça va être tous les projets un peu plus fins. Ça va être ce qu'on appelle le BIMBI. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure avec Rui Audin. Et puis finalement, toute cette stratégie, moi, qu'aujourd'hui, ça fait quelques années que je dis à mes collègues, on va être plutôt sur maintenant une ingénierie d'accompagnement. Comment est-ce qu'on rentre dans la dentelle pour accompagner la surélévation, accompagner le BIMBI et finalement avoir cette capacité d'accompagner des porteurs de projets pour aller chercher là où on peut avoir un peu de foncier disponible. Donc, merci d'apporter toutes ces précisions sur le cadre dans lequel on évolue aujourd'hui. Alors je vais me tourner vers vous, messieurs et madame le maire. Je voudrais vous demander si vous deviez citer le principal obstacle à la production de logement social sur votre commune, ce serait quoi? Et je vais commencer avec monsieur Lecoq. Bien, bonjour à tous. Les obstacles viennent d'être un petit peu décrits au travers de l'intervention de monsieur Le Petit, mais la difficulté, et une des difficultés majeures, c'est effectivement on ne peut plus avoir de foncier disponible. Donc c'est comment mobiliser les fonciers existants au travers des personnes qui historiquement étaient des familles nombreuses, aujourd'hui sont seules, et comment les faire sortir et les amener vers des projets de locatif social pour récupérer ce foncier-là et pouvoir construire de nouveaux modèles qui répondraient plus aux attentes qu'on a aujourd'hui. Madame Helot. Alors moi, je vais dire un petit peu la même chose. C'est vrai que nous, on voit sur nos communes, entre autres, qu'on a beaucoup de maisons où on a des seniors qui habitent, puisque les gens qui construisaient à cette époque construisaient sur des grands terrains. Et souvent, ils ont des grandes maisons. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'aller vers des logements, je dirais, pour nos seniors, et puis qu'on puisse récupérer des familles, justement, dans ces grandes maisons. Parce que c'est vraiment notre problématique aujourd'hui. Voilà, c'est cet habitat où on a des petites familles, je dirais, dans des grandes maisons et inversement. Donc notre difficulté, elle est là. Et on termine avec vous, monsieur Goulette. Bonjour à tous. On a un peu les mêmes difficultés. En fait, dans nos territoires, on a une grosse difficulté de faire venir des jeunes ménages, et parce qu'on a un parc de logements sociaux qui a très peu de turnover. En fait, nos habitants sont contents de rester dans ces logements, et donc on se retrouve avec des logements de type 4 ou 5 avec des couples sans enfants, plus d'enfants, mais c'est vrai dans le logement social, c'est vrai aussi dans le logement privé chez les propriétaires, et donc on a des populations qui vieillissent, et d'où la création d'habitats pour le desserrement de la population. Merci. Voilà des problématiques qui se rejoignent, qui s'écartent parfois, attirer des familles, relocaliser les personnes plus âgées. Donc je vais m'adresser maintenant à vous, Stéphanie Tremblay. Donc on voit que les blocages sont différents et que les blocages sont réels et les besoins sont différents d'une commune à l'autre. Alors vous, dans ce contexte, comment est-ce que la métropole peut maintenir sa capacité à produire du logement social ? Alors la métropole en matière d'habitat formalise en fait sa politique dans un document qui s'appelle le programme local de l'habitat. On est dans un moment un peu particulier puisqu'on arrive en fin de 3e programme local de l'habitat et on se lance maintenant dans un 4e programme local de l'habitat. Donc ce programme, c'est quoi? C'est à la fois faire un diagnostic du marché local de l'habitat. Le maire le disait tout à l'heure. On a connu sur ces dernières années une forte demande
sur le locatif social. On est passé de 6 000 demandeurs de logements sociaux à 10 000 demandeurs de logements sociaux. Donc il y a une pression assez forte qui est apparue. On a aussi une structure de population qui se modifie. On parlait du vieillissement, par exemple. On parlait de problématiques du type du handicap, par exemple, où effectivement on a des demandeurs de logements sociaux en situation de handicap qui ont de plus en plus de difficultés à accéder au parc. Et donc ce programme local de l'habitat, donc voilà, il fait le diagnostic à un instant T de ce marché, de comment il est constitué, de la demande en fait qui le constitue. Et donc à 6 ans, la métropole, elle se projette en fait dans ce document pour se dire je vais bâtir des axes politiques, des orientations en matière d'habitat. Alors c'est à la fois agir effectivement sur la construction, on l'a dit, ça peut être la construction de logements neufs, ça peut être des acquisitions, améliorations. Effectivement, on va recycler en fait des biens anciens. Et puis c'est aussi s'occuper du parc existant, parce qu'on construit à peu près 1% du parc de logements chaque année, hein, mais il y a tout le reste du parc qui existe, qui est là et qu'il faut réhabiliter. Donc effectivement, la métropole elle se donne ces grands axes politiques à 6 ans pour voir quelle va être sa politique, où elle va développer du parc locatif social. Voilà comment aussi elle soutient aussi une diversité de produits, hein, parce qu'on a le locatif social, on a l'accession à la propriété, on a ce qui se passe au niveau de la promotion privée. Et donc c'est un regard, une projection en fait de la prospective en matière d'habitat sur tous ces champs. Donc il y a ce document prospectif, le programme local de l'habitat, puis l'autre levier d'action de la métropole, ça va être des financements. Monsieur le maire le disait tout à l'heure, on a des aides indirectes, les garanties d'emprunt, où effectivement, quand un bailleur va produire du logement, 80% de son plan de financement, c'est du prêt. Et donc, comme un particulier irait proposer des garanties auprès de sa banque, de la même façon, il va falloir garantir, et là, c'est l'action de la métropole, garantir ces opérations locatives sociales. Donc, des aides indirectes, mais on a aussi des aides directes. Des aides directes qui sont assez diversifiées, puisque l'intervention de la métropole, elle est très ancienne. Hein. La communauté urbaine, au moment de sa création, a décidé de soutenir la production du parc de logement social. On a du parc historique, hein, comme les Golonnières dont on parlait Madame Poupineau tout à l'heure, où on voit qu'il y a une ancienneté aussi de ce parc-là. Et donc c'est ces investissements constants, réguliers dans le temps, qui font effectivement qu'aujourd'hui on a 26% de logements sociaux sur la métropole, et on enjeu à pouvoir renouveler ce parc, à la fois en neuf, mais aussi réhabiliter l'ancien, veiller à ce qu'il réponde toujours aux besoins de notre population. Merci Stéphanie. Et je vais me tourner vers vous, Monsieur Bouchard. Donc vous êtes le bailleur social, vous êtes à l'initiative de cet événement, ce bel événement, riche en enseignements. Est-ce que c'est ici que s'engager ensemble prend tout son sens ? Complètement, effectivement. C'est le cœur du sujet. Effectivement, nous, notre mission de bailleur social, je rappelle, on est le bailleur de la métropole. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est au service des 20 communes de la métropole, et comme disait le maire président, c'est pas que le Mans, c'est travailler sur l'ensemble des 20 communes. Une fois qu'on s'est dit ça, la trajectoire classique, obligatoire, c'est travailler en partenariat. Qui dit au service, dit être en partenariat avec chacun des maires, c'est de comprendre leurs besoins, d'essayer d'y répondre au mieux, pour justement faire un projet qui correspond aux besoins du territoire. On n'y arrive pas toujours, ça c'est sûr, mais c'est toute l'énergie qu'on met en tout cas pour aboutir. Et on a une fierté quand on arrive à livrer le programme et effectivement que ça réponde aux besoins du territoire. Monsieur Lecoq, je me retourne vers vous. Partenariat. Comment, en tant que commune, vous choisissez vos partenaires ? Alors, le partenariat, effectivement, c'est quelque chose de primordial, puisque le logement social, tel qu'on l'appelle, a toujours cette image un peu négative. Donc, ça passe par beaucoup de communication.
beaucoup de communication auprès des administrés en expliquant le contexte. Nous n'avons pas forcément le choix de construire des logements, c'est une nécessité, en expliquant qu'après ce sera peut-être leurs enfants qui seront d'ailleurs dans les logements. Donc ce partenariat et ces réunions de communication, elles sont essentielles et tous ceux qui contribuent. Et aujourd'hui, le Mans Habitat, on a un projet qui est en cours de construction. On en a un deuxième dont le permis de construire devrait être signé bientôt, j'espère, Gaëtan. Et donc ce travail-là, on l'a fait avec les administrés pour leur faire comprendre la nécessité du projet. Et puis surtout, au niveau du bailleur, c'est entendre les réticences qu'il peut y avoir et avec les équipes d'architectes, trouver des solutions ingénieuses pour aller minimiser cet impact et pouvoir faire l'acceptation du projet en lui-même. Merci. Alors Stéphanie, quand on a préparé cette table ronde, vous avez aussi, vous, de votre côté, insisté beaucoup sur l'émergence et l'importance de ces partenariats. Oui, parce qu'effectivement, l'acte de construire, c'est un travail d'équipe, en fait. On a effectivement les élus locaux qui sont là, qui cernent les besoins de leur population, qui essayent de les retranscrire dans des projets. On a les services administratifs qui vont instruire les permis de construire, qui vont penser les politiques de demain, quels leviers financiers finalement mettre en place. Et puis, on a effectivement la population aussi, comment elle va s'approprier ce projet, y vivre. Donc on voit bien qu'on a dans cet acte de construire, avec les entreprises qui font les opérations de construction, un maillage avec tout un tas d'acteurs qu'il va falloir mettre en synergie pour pouvoir sortir les opérations, identifier les obstacles qui éventuellement ne vont pas manquer de se présenter, mais il va falloir effectivement surmonter ces obstacles-là, se définir des trajectoires communes, surmonter les éventuels blocages ou intérêts divergents des projets pour que l'opération puisse se faire. Et j'imagine qu'à certains moments, vous êtes amené à faire des arbitrages et que vous avez parfois le mauvais rôle. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le rôle du service habitat de la métropole. C'est parfois de dire, on a beaucoup de projets. Par exemple, pour 2025, on a 800 opérations en locatif social qui nous remontent. Monsieur le maire disait tout à l'heure, voilà, 500 logements, c'est un peu le rythme qu'on se donne. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi inscrire dans de la temporalité les projets et de pouvoir se dire quel projet je vais sortir et financer cette année, et puis quel autre projet je vais pouvoir décaler, remettre un petit peu plus loin. Et donc ça, c'est un jeu effectivement de priorité qui se décide pas tout seul dans un bureau, mais qui se décide avec les élus, avec les acteurs qui font les projets pour qu'on puisse, comme l'indiquait Monsieur le maire tout à l'heure, c'est optimiser en fait cette capacité d'investissement et cette capacité, ces ressources en fait sur le territoire. Bien. Je reviens vers vous, Monsieur Le Petit. On sent encore une grande réticence face au logement social. Ce n'est pas spécialement quelque chose qui est le bienvenu chez les habitants. On n'a pas envie toujours d'avoir ça à côté de chez soi, en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Alors comment est-ce qu'on fait accepter aujourd'hui, en sachant qu'il y a de plus en plus de contraintes et qu'il faudra de plus en plus de logements sociaux, donc quels sont les outils dont vous disposez pour faire accepter ce logement dans les communes ? Alors, je dirais, il y en a un principal, mais ce qu'a évoqué M. Lecoq, c'est faire comprendre ce besoin. Et aujourd'hui, on développe de plus en plus, depuis quelques années, le principe des réunions de concertation. C'est-à-dire qu'on travaille avec, bien évidemment, les maires des communes sur ces réunions, et puis, bien évidemment, dans la ville-centre, c'est quelque chose que maintenant, depuis 4 ans, on pratique très régulièrement. J'ai envie de dire, déjà, avant de faire accepter le logement social, on a une première étape qui est de faire accepter le projet. Rien que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur du recyclage, sur du renouvellement urbain, et c'est assez compliqué. Tout à l'heure, Stéphane Galibert évoquait la résidence Madeleine-Brest, qui finalement, malgré il y a eu des discussions, mais finalement, ça s'est bien passé. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un, je ne sais plus où, mais sur lequel on vient de purger, sur un permis, on vient de purger 13 recours, 12 ou 13 recours, je ne sais plus. On est à plus d'une dizaine de recours sur un seul permis. Donc déjà, c'est faire accepter les projets. Et donc ça, bien évidemment, on explique qu'aujourd'hui, on a besoin. Il me semble que la moitié de la production en logement n'est là que pour maintenir la population.
et l'autre moitié est là pour accueillir, je dirais, développer la population. Donc ça, on l'explique. On explique le ZAN, on explique pourquoi le ZAN, hein, donc ça fait partie des éléments. Et puis après, dans ces réunions, on explique aussi le logement social. Enfin, alors, je vais un peu sur le terrain de Stéphanie, mais finalement, quand on a dit logement social, on a tout et rien dit. Logement social, ça, vous avez différents types de programmation de logement social. Il me semble que 3/4 de la population est éligible au logement social. Donc vous prenez, voilà, alors... 70%, oui. C'est ça, voilà. Donc en fonction du type de programmation, le logement social, ça veut tout et rien dire. Et souvent, on peut avoir, je dirais, un peu des schémas, parfois, sur une image assez négative du logement social, parce qu'on a peut-être l'image des grands ensembles construits, on parlait tout à l'heure des années 60, années 50-60. Aujourd'hui, on fait des choses diversifiées. On diversifie la programmation, et quand je dis diversifier la programmation, c'est pas seulement en termes de logement, mais c'est aussi en termes d'usage. C'est-à-dire que typiquement, la résidence Madeleine-Bresse, on apporte du service, on apporte une MSP. On va travailler éventuellement, si ça s'y prête, sur des rez-de-chaussée actifs. Donc c'est montrer que c'est pas un projet qui vient comme ça s'imposer parce que le bailleur ou un promoteur a acheté 2 maisons, il les démolit et puis il monte de 4 étages. C'est pas ça. On a un projet qui se construit, qui se discute avec les services, qui se discute avec les élus. Et puis voilà, on apporte un service en termes de logement et éventuellement, si on peut, on apporte d'autres services, d'autres aménités. Parce que moi, vous parlez aussi d'une métropole assez plate et donc qui se construisait en hauteur et ça, c'était pas toujours le bienvenu non plus. Non. Aujourd'hui, effectivement, on est quand même plutôt sur sauf certains grands ensembles, certains secteurs du centre-ville aussi, mais globalement, on est sur la Mancelle. Hein, on est comme sur une ville effectivement très basse et donc sur lequel, je dirais, il y a une capacité à faire. Parce qu'on a un PLU aujourd'hui qui est assez permissif, hein, on peut se permettre de monter. Alors je passe le message, c'est pas parce qu'on peut se permettre de monter qu'il faut monter. Il y a un intérêt à le faire, c'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de la surface, c'est-à-dire qu'en gros, on a autant de routes, on a autant de réseaux en sous-sol qu'à Bordeaux et à Lyon, puisqu'on fait la même surface, à quelque chose près. Hein. Donc on a intérêt aussi à monter et on a cette capacité à faire. Monsieur Goulet, je crois que vous aviez une expérience à partager par rapport à cette acceptabilité, éventuellement des projets qui ont été refusés ou des compromis qui ont dû être faits pour les faire accepter par la population. Alors oui, effectivement, une expérience, je vais dire malheureuse, puisque ça fait maintenant quelques années, mais on a dû changer un peu de projet et de s'orienter différemment. C'était dans le cadre d'un lotissement pavillonnaire où on avait une tranche supplémentaire pour lequel on avait plutôt envie de faire du logement social. Mais dès qu'on a dit ce mot de logement social, on a eu des riverains montés de boucliers qui arquaient que effectivement leur pavillon allait être dévalué par l'arrivée de logement social juste en face, etc. Donc voilà, oui, c'est encore mal accepté, même si les choses changent. Je pense que la notion de partenariat, de pédagogique sur l'intérêt de ce type de logement, les différents moyens de financement qui existent, qui font effectivement que la plupart un grand nombre de gens peuvent bénéficier du logement social, y compris les enfants de ceux qui habitent potentiellement dans le pavillon en face. On a tous démarré dans la vie et on n'a pas tous forcément démarré dans un pavillon. Donc ça, c'est important d'échanger à travers les partenaires pour faire comprendre que ce logement social, il est impératif. Mais pour notre cas, on a dû effectivement changer de projet. Et il y a des compromis qui ont été faits? Vous êtes parti vers un autre projet ou... Alors à cet endroit-là, oui, on est parti sur un autre projet et on a refait, en densifiant un peu plus, mais du pavillon individuel. Voilà, donc oui, on a dû sur ce projet-là partir sur une autre optique. Ok, donc on a d'une part faire accepter par les habitants et d'autre part attirer des nouvelles familles, ce qui veut dire aussi avoir une offre attractive et diversifiée. Donc je reviens vers vous, Monsieur Bouchard, en tant que bailleur social. Comment allez-vous répondre à tous ces besoins et toutes ces demandes? Et effectivement, comme il a été dit, il y a 10 000 demandes de logements sociaux en cours, là, moitié de mutations et moitié des nouvelles demandes. Donc notre objectif en tant que bailleur, c'est de répondre à la demande. Et souvent, on a des discussions avec Stéphanie ou Gaëtan, c'est que, effectivement, nous, en fait, notre projet, on le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on part de la demande, du marché. Donc nous, voilà, c'est s'adapter à cette demande-là.
Alors, comment on s'y adapte? Ça, c'est l'autre question, qui n'est pas évidente. Chaque projet est un projet sur mesure. Simplement, on s'y adapte en fonction de la typologie. Par exemple, on peut adapter la taille des logements, la typologie, le financement, comme il était abordé, parce que tous les logements sociaux sont soumis à des plafonds de ressources. Et pour vous la faire rapidement, c'est que vous avez 3 profils de locataires. Des locataires qui ont des revenus proches du privé, ce que les gens apprennent en réunion de concertation souvent, des revenus médiums et des ressources un peu plus modestes. Donc on a 3 types de financement différents. Donc effectivement, quand on explique ça en réunion, souvent ils le découvrent. En fait, ils découvrent qu'effectivement leurs enfants y ont droit. Donc on adapte le financement. L'autre sujet, c'est que par rapport à la demande du territoire local, on a un maire qui peut nous demander, écoutez, je souhaiterais des logements pour des personnes seniors, ou des logements pour des personnes en situation de handicap, ou je veux loger des familles. Donc ce qui veut dire derrière, c'est pas les mêmes typologies, c'est pas les mêmes tailles de logements, c'est pas les mêmes prestations. Donc on est là-dessus. Donc on adapte le niveau de loyer, la configuration du logement. Mais c'est pour ça que je reviens à la première question du engager ensemble, c'est le partenariat. C'est que nous, on doit être à l'écoute du besoin du territoire. Parce que c'est pas comme disait Stéphanie ou Gaëtan, c'est pas construire pour construire. C'est construire pour répondre à une demande. Et aujourd'hui, je vous prends un exemple. Il y a 10 ans, il fallait faire du type 3. Aujourd'hui, ce qu'on a le plus de mal à louer, c'est le type 3. En sachant qu'il faut nuancer, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement une forte demande que les gens peuvent prendre des choses aussi, des logements qui correspondent un peu moins. Mais voilà, donc la demande d'aujourd'hui n'est pas la demande de demain et n'est pas la demande d'hier. Et ce qui pose le problème parfois de la vision à long terme, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec du T3, comme vous dites, et du type 3, et il n'y a pas plus spécialement la demande. Donc comment anticiper cette demande qui va arriver il y a 10 ans quand vous aurez fini vos projets en fait? Exactement, on construit pour 80 ans quand même. Donc Oui, tout à fait. Et je pense que Madame Hulot, vous aviez vraiment cette problématique du relogement des seniors et des personnes en situation de handicap. Oui, moi je suis plutôt sur cette demande au niveau de notre commune parce que chaque commune a sa propre identité, sa propre population. Donc c'est vrai de s'adapter aussi à notre population et de répondre au plus près. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux constructions qui avaient été faites il y a 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, nos seniors veulent rester dans les communes. Ils veulent rester, ils sont implantés, ils ont leur famille, enfin voilà. Donc ils veulent rester. Et aujourd'hui, on a du mal à répondre à leurs demandes parce qu'ils veulent des logements qui soient accessibles. Comme vous disiez tout de suite, c'est que il y a les seniors, mais il y a aussi l'accessibilité parce qu'on ne parle pas que du handicap, on se parle aussi du vieillissement, tout simplement. Et donc, il faut qu'on trouve aussi ces logements qui leur permettent de rester dans nos communes, de rester au plus près aussi. Alors ça, c'est le travail qu'on fait, mais c'est ce qu'on a fait avec la métropole, avec ce que vous disiez tout à l'heure, Gaëtan, sur le plan guide. On a eu la chance d'être la première commune sur la métropole de bénéficier de ce plan guide habitat, où on a pu recenser tout le foncier qui était disponible sur notre commune. Alors, moi j'étais surprise parce qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je ne pensais, puisqu'on a été voir justement toutes ces personnes qui avaient des grands terrains et qu'aujourd'hui on va autoriser à construire sur leur propre terrain, faire une deuxième maison, un deuxième logement, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'ai besoin aujourd'hui, par rapport à ma commune, c'est justement ces logements accessibles et puis ces logements pour les seniors parce qu'on nous demande un service, on nous demande une proximité et c'est ça qu'on attend aussi quand on discute avec les bailleurs, entre autres avec le Mans Métropole Habitat, d'aller sur ces projets pour garder notre population parce que c'est important aussi de la garder dans nos villes et puis de la développer parce qu'à travers ce déplacement de notre population vers des logements plus petits ou pas, mais du logement centre-bourg, je dirais, on va ouvrir aussi à des familles qui vont arriver dans des maisons plus anciennes, mais où ils pourront faire de la rénovation, ainsi de suite, mais je dirais réouvrir à des familles qui arriveraient.
Voilà. Et vous avez évoqué aussi une tendance un peu à contre-courant, et je reviens aussi un peu sur la vision à long terme, de la difficulté de mélanger les générations. Oui. Alors qu'il y a eu pas mal de projets où on disait voilà, on va faire de l'intergénérationnel avec des personnes âgées, des jeunes familles, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Alors moi, j'ai cette remarque. Après, je me trompe peut-être, mais moi j'ai cette remarque. Pour avoir fréquenté peut-être beaucoup les seniors, j'ai travaillé avec un public senior et je m'aperçois que quand on est dans l'intergénérationnel, on en a parlé souvent, on se dit on va pouvoir mettre des seniors avec des couples plus jeunes, avec des familles. Mais n'oublions pas que nos seniors, et moi j'en fais aussi partie, c'est qu'à un moment dans notre vie, notre santé peut devenir altérée. Et puis ce qu'on supportait hier, on ne supporte plus aujourd'hui. C'est-à-dire que je prendrai l'exemple des seniors avec une famille à côté. Oh, il est mignon, le petit enfant qui est là, il est adorable, on aime bien, on va l'aider, Et puis quand il va grandir, quand il va courir, ça nous insupporte un peu plus. Donc je suis un petit peu sceptique, moi personnellement, sur l'intergénérationnel, même si je trouve le projet très beau, mais à un moment, ça peut porter préjudice aux uns ou aux autres. Voilà un petit peu mon ressenti, mais personnel. Ok, mais ce qui témoigne qu'il faut anticiper, voir à long terme, et qu'on ne peut pas toujours prévoir les tendances. Oui, et qu'il y a aussi des études sociologiques qui sont importantes, j'imagine, dans votre vision. Oui, c'est ce que disait M. Bouchard tout à l'heure, mais ce qui était valable il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui. Et comme c'est 4 ans un projet, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent bouger très vite. Tout à fait. Merci à vous. Et je voudrais revenir vers vous, Stéphanie, parce que j'ai un petit peu le temps. Et peut-être vers vous, Grégory. Je voudrais qu'on parle un peu du financement de tous ces projets, parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de personnes seraient autorisées à bénéficier d'un logement social, mais que l'argent commence aussi parfois à faire défaut. Donc comment vous allez activer ces demandes de financement et trouver ces financements ? Alors les financements, c'est plusieurs financements en réalité, parce que pour faire une opération, il faut différents types de subventions. On a effectivement des subventions de l'État, ce qu'on appelle des subventions d'aide à la pierre, et puis il y a des subventions de la métropole qui viennent en complément. Et donc effectivement, monter une opération de logement, c'est différents financements, c'est du prêt, c'est de la subvention, c'est des fonds propres aussi du bailleur. Et ces opérations, elles arrivent à sortir par ce cumul finalement de lignes de recettes qui permettent de sortir l'opération. Alors on est dans un moment effectivement, comme l'indiquait le président, qui est un moment un peu plus contraint en termes de finances publiques. On a une vraie chance sur le territoire, c'est qu'on a des bailleurs sociaux qui sont solides financièrement. Il y a effectivement un fondamental en fait qui est là, qui est solide, qui peut permettre effectivement de continuer à développer des projets et à tenir vraiment les deux axes qui sont à la fois construire pour l'avenir, continuer à renouveler ce parc à hauteur de 1% du parc de logement chaque année qu'on doit renouveler, et puis en même temps réhabiliter le parc existant et l'adapter aux besoins de demain. Madame Poupineau évoquait dans son intervention l'enjeu de pouvoir offrir un extérieur par exemple sur les logements. Évidemment avec le vieillissement de la population, ça peut être effectivement sur les salles de bain, avoir des salles de bain adaptées par exemple à un vieillissement et à une accessibilité un petit peu plus limitée pour les personnes. Donc ce sont différents leviers, différents financements. On a des produits de financement comme l'indiquait Grégory tout à l'heure. On a des produits différents. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en fonction qu'on soit sur du logement social, très social ou intermédiaire, effectivement, il y a des modulations en fait dans ces financements-là. Et puis il y a des financements sur la réhabilitation et qui sont toujours très importants et qu'il va falloir qu'on maintienne. Peut-être qu'on réoriente par rapport à ces nouveaux besoins qui émergent. Merci. Grégory, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au financement ? C'était très complet déjà. Mais écoutez, oui, dans le montage d'une opération, effectivement, c'est le niveau de loyer qu'on va régler en fonction de ça. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour répondre à la demande, nous, dans nos montages d'opérations, c'est ce que je demande aux équipes, c'est de raisonner par rapport à la rue, à l'adresse. C'est-à-dire d'adresser le bon niveau de loyer au quartier, à la rue, pour que justement on arrive à avoir les locataires qu'on veut toucher.
Donc c'est effectivement, je dirais que c'est presque de la couture, hein, c'est vraiment de l'affinage qu'on fait ensemble, et on fait ça avec les services de la métropole et de l'urbanisme, parce qu'il y a les financements, mais il y a aussi de retoucher un permis de construire, de faire en sorte de dire oui, mais là il faut peut-être changer ça, faire évoluer ça, etc. Donc c'est un travail de couture qui est important. Donc, et puis en termes de financement, alors je vous parlais du bailleur, le modèle du bailleur social est en train d'évoluer. Aujourd'hui, avant, plutôt, il y a 10 ans, les loyers couvraient les charges. Les loyers, parce que nous, on vit du moins, nos seules recettes sont les loyers des locataires. Et les loyers des locataires couvraient les charges du bailleur. Aujourd'hui, moi j'en parle souvent avec mes collègues DG des autres offices, on a tous la même situation, c'est que les loyers ne couvrent plus les charges d'exploitation. Donc on est sur une exploitation qu'on dit négative. Voilà. Donc c'est à nous de nous réinventer et de trouver d'autres ressources qui ne sont pas des loyers. Parce qu'on ne peut pas augmenter les loyers comme ça, effectivement, par rapport au contexte, le locataire, la situation n'est pas simple. Donc en fait, on a quoi comme levier? On a développé la vente de notre patrimoine. Mais si on vend, il faut qu'on se développe, comme disait Stéphanie. Ça n'a aucun sens de vendre si on ne se développe pas. Normalement, la règle, c'est 1 pour 3. On en vend 1, on en construit 3. Pour justement développer toujours notre parc. Voilà. Et l'autre sujet, c'est trouver d'autres recettes. Donc hybrider le modèle des bailleurs. Quand on dit hybrider le modèle des bailleurs, on dit toujours que le modèle des bailleurs est plutôt vieillissant, etc. Nous, on commence à hybrider le modèle. C'est-à-dire comment injecter des nouvelles ressources dans ce modèle-là par du syndic. Par exemple, on peut être syndic de nos copropriétés. Voilà. Il y a plein de... On peut faire de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour justement d'avoir un modèle vertueux et toujours évolutif. Merci. Alors, il y a toujours la version pessimiste et optimiste, hein, le verre à moitié vide et le verre à moitié rempli. Je pense qu'on a commencé avec un verre peut-être à moitié vide, avec les contraintes, les lois, les moins de financement. Mais je pense qu'on termine aussi avec un verre à moitié rempli parce qu'on a vu tous les projets qui sont en cours et on a vu toutes les solutions innovantes que vous allez chercher. Alors, je vais vous demander à chacun de conclure en donnant votre vision optimiste de votre capacité à libérer du foncier. Et je pense qu'on peut terminer comme ceci. Donc je me tourne vers vous, Monsieur Le Petit. Moi, j'ai envie de dire, effectivement, on a cette capacité. Et cette capacité, elle va passer par l'alignement de nos stratégies. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas forcément des stratégies qui sont en opposition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne ce temps de réflexion. Alors, on va avoir nos documents structurants, PLH, PLU, qui vont être révisés. Mais il faut qu'on prenne le temps de cette réflexion et donc de l'anticipation. Alors, je le dis parce que souvent, soforcément, les maires sont dans l'action. On veut que les projets sortent. Quand on réfléchit, je dirais, on creuse pas de la fondation, on coule pas du béton et on pose pas du placo. Malgré tout, je pense que c'est important, qu'on puisse anticiper pour nous derrière trouver les endroits où on va pouvoir libérer du foncier et trouver les conditions de libération de ce foncier. Anticiper, c'est le mot que je retiens. Stéphanie. Dialogue. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à pouvoir dialoguer les uns avec les autres et à pouvoir construire en fait des synergies, des convergences pour pouvoir sortir les projets effectivement et dépasser les éventuels blocages ou crispations ou divergences d'intérêts pour aller vers un but commun. Et ça ne peut se faire que par la qualité du dialogue. Anticiper, dialoguer. Moi, je vais aborder la notion de densification. On en a beaucoup parlé. Elle fait souvent peur, mais elle est inévitable. Et elle doit être intelligente et innovante. Et voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à préserver notre foncier, tout en conservant la qualité de notre cadre de vie, en particulier dans nos communes périphériques. Moi, je vais aller sur un mot que M. Bouchard a répété plusieurs fois, c'est l'ensemble, parce que je pense qu'on doit construire nos logements tous ensemble, que ce soit la population, les élus et puis les bailleurs sociaux. C'est un travail qui doit être mené ensemble. Après moi, c'est le engager ensemble. C'est fondamental en fait. Un projet, effectivement, on le fait pas tout seul. Il n'y a rien, du moins. On échange souvent avec les équipes. Effectivement, c'est comment dire, le jour où on ferme notre porte pour monter le projet tout seul, je considère qu'il y a un risque. Il y a un risque de passer à côté. Donc, c'est vraiment ouvrir notre porte, aller voir, discuter, dialoguer, être à l'écoute.
Et puis aussi, je remercie les entreprises qui sont présentes aussi, les bureaux d'études, les architectes, parce qu'on n'est pas toujours facile non plus. On a des demandes assez claires en tant que maître d'ouvrage, mais effectivement, voilà, c'est un travail d'équipe qui va jusqu'à la livraison du chantier, quoi. Et on termine avec vous. Eh bien, écoutez, je vais pas faire dans l'originalité, mais sur le thème de la journée, le partenariat. Le partenariat, et je pense que c'est un message important pour vous qui êtes dans la salle. Vous avez pu voir au travers des différents échanges que des projets, malgré un contexte contraint, eh bien, on a tous volonté à en développer sur l'ensemble du territoire, au travers des derniers exemples cités. Alors oui, il y a des contraintes. Oui, il faut trouver des compromis avec les bailleurs, avec les administrés. Mais on voit bien, et au travers des 2 exemples que je citais tout à l'heure sur la commune, qu'on trouve des solutions dans le cas présent du projet qui est en construction. On aurait pu faire un étage de plus. On l'évoquait tout à l'heure. On peut prendre de la hauteur. Oui, on peut prendre de la hauteur, mais pas dans tous les cas et pas trop vite. Donc il faut faire le travail pour qu'il y ait cette acceptation, pardon. Et puis du coup, derrière, ça a débouché sur l'autre projet dont on évoquait, qui permet de trouver un équilibre. Alors c'est toujours l'équilibre financier qui permet de sortir ou pas les sujets. Mais on voit bien que si on écoute l'ensemble des acteurs, y compris vous, eh bien on trouve des solutions et malgré un contexte qui est contraint depuis certaines années, on voit bien que sur le territoire, il y a des projets qui sortent et il y en a encore beaucoup en projet à venir, donc soyez rassurés, on a toujours la volonté de construire parce qu'il le faut obligatoirement et réglementairement, mais aussi parce qu'on a cette volonté de répondre aux administrés qui ont envie de venir sur le territoire. Et puis si c'était simple, ce ne serait pas ambitieux. Voilà, ce sera le mot qui clôture cette table ronde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un silence absolu dans la salle. Donc je pense que vous avez été passionnants et vous passionnez. Donc voilà, je vous remercie. On peut encore les applaudir très fort.